Le premier facteur de protection pour un enfant avant même sa naissance, c'est la qualité de sa relation qu'on entretient avec lui déjà in utero et à partir de sa naissance. Et ça, c'est le très grand enseignement des 1000 premiers jours. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue, je suis très content de vous retrouver, nous allons parler des enfants aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Nathalie Casso-Vicarini, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants, fondatrice et déléguée générale d'Ensemble pour la petite enfance. Quelles sont les missions de votre association ? Alors les missions de l'association, elles concernent tous les professionnels de la petite enfance en France, mais aussi dans certains pays que nous développons. On travaille à partir des dernières recherches en neurosciences pour bien connaître le développement des enfants et on partage ces ressources avec l'ensemble des professionnels en mettant en place des actions du quotidien dans les crèches, auprès des assistantes maternelles et de tous les professionnels, aussi de l'éducation pré-primaire. Vous êtes à l'origine du projet La Maison des 1000 premiers jours, dont on parlera beaucoup dans cette émission. Et vous êtes co-autrice de Là où tout commence, les premiers 1000 jours au Cherche Midi. C'est une coédition avec Odile Jacob, en fait. Oui. Et vous avez donc plusieurs co-auteurs qu'on va citer. Tout à fait, le professeur Antoine Guednet et Isabelle Filiosa. C'est la déclinaison livresque, pour ceux qui l'ont vu, du documentaire du même nom qui a été tourné à la Maison des 1000 premiers jours d'Arras, qui est la première maison des 1000 premiers jours en France. Absolument, c'est la première maison des 1000 premiers jours en France et le livre a été coécrit avec le professeur Boris Cyrulnik. Voilà, qu'on ne nomme presque plus, tellement il est connu. Tellement c'est une légende. Absolument. Et il parle de la résilience des enfants d'ailleurs, et dans le livre et dans le reportage. Alors vous avez bien avant les neurosciences vécu en Australie. Qu'est-ce que vous étiez allé faire en Australie d'ailleurs en tant qu'éducatrice? Travailler dans un centre social dans un cottage qui est l'équivalent d'une maison des 1000 premiers jours dans un autre territoire très éloigné de la France. Mais dans les centres sociaux s'appellent pas comme ça. Et ils ont un nom beaucoup plus humain et plus chaleureux. On les appelle les cottages. Ils sont installés dans tous les quartiers. Et les parents, avant même la naissance des enfants, s'inscrivent gratuitement, participent à des groupes très mixtes, avec dans le même quartier d'autres parents, à peu près une dizaine. Alors quand vous parlez de mixité, c'est de... La mixité sociale, culturelle. Ouais, culturelle. Et ça donne énormément de valeur à cette initiative parce que ensemble on peut partager des pratiques de nos cultures, de nos pays qui nous font grandir en tant que parents parce qu'on devient parents et puis on grandit en même temps que nos enfants. Et c'est cette initiative qui m'a inspirée et que j'ai proposée donc pendant la commission des 1000 premiers jours et qui a fait l'objet donc de cette première ouverture à Arras grâce à cette relation tissée entre ma formidable équipe et l'équipe de la municipalité d'Arras. Vous étiez facilitatrice de groupe en Australie, dans un quartier bien connu des surfeurs. Ouais, c'est ça, à Bondi Beach. À Bondi. C'était dans quelles années, ça ? Alors, c'était dans les années 2000, 2001, jusqu'à 2003. Ouais, il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous avez compris de la mixité, finalement, qu'il y avait à l'intérieur de ces cottages ? Surtout beaucoup de richesse, parce que quand on est parent, si on vit une situation d'isolement, on a du mal à accompagner nos enfants dans une sécurité affective. Nous-mêmes, on a besoin de vivre une situation confortable. Quand je dis confortable, c'est socialement confortable, c'est à pas être isolé. Et ça a révolutionné ma façon de travailler, en fait, de travailler là-bas, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vu le bienfait de la paire-aidance dans un groupe de parents qui vivent les mêmes situations. Alors, on explique à tout le monde ce que c'est que la paire-aidance. La paire-aidance, c'est s'entraider, c'est partager des situations quasiment identiques. Quand on est parent d'un bébé d'un mois, par exemple, ou à la naissance, ou même avant d'être parent, on vit des situations qui sont très très similaires. Et quand on peut déjà déposer ça au sein d'un groupe, pas forcément avec un professionnel, mais avec d'autres parents qui vivent la même chose, on se dit « Waouh, je suis pas tout seul ». Et quand un facilitateur est là pour décrypter ces situations et quand il connaît très très bien le développement de l'enfant, mais que pour autant, ça c'est la deuxième raison, il ne se situe pas en sachant, eh bien on arrive à obtenir des impacts absolument majeurs dans le développement des enfants, le devenir parent et puis l'outillage aussi du facilitateur qui apprend beaucoup des autres. C'est vrai qu'on parle beaucoup des approches des pays nordistes.
Oui. En termes de parentalité, mais moi je ne savais pas que l'Australie est un pays pionnier finalement. C'est exactement ça, c'est le mot que je serais allée chercher. C'est un pays pionnier en matière de soutien à la parentalité depuis à peu près une trentaine d'années. Et le pas a été emboîté par le Québec et les 4 pays du Nord, qui sont en effet des pays de prévention précoce où les ministères ont largement investi dans des approches préventives plutôt que curatives. On n'y est pas encore en France. Quand vous avez commencé sur le terrain, on ne parlait pas des 1000 premiers jours. Non, on disait à l'époque que tout était joué plus ou moins avant 6 ans. Ouais, c'est ça. Mais on ne parlait pas de ces 1000 premiers jours. Oui. À quel moment l'idée que ce sont ces 1000 premiers jours qui sont la clé de voûte, la colonne vertébrale de la santé plus tard de l'enfant et de son développement est-elle apparue et comment on en est arrivé à cette idée ? Depuis les années 80, il y a des études très importantes de rapprochement entre ce que vit un enfant et sa santé globale et son environnement. On connaît maintenant, avec des imageries cérébrales et aussi les neurosciences, l'impact de l'environnement quotidien sur le développement d'un enfant. Et quand il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque, on va ensemble, avec la communauté éducative, sociale et de santé, essayer d'équilibrer la balance avec des facteurs de protection. Et on sait aujourd'hui, et ça a été ma grande découverte depuis l'Australie, parce que j'en avais conscience dans mon corps, mais j'en avais pas conscience de façon intellectuelle et étayée par la science. Mais le premier facteur de protection pour un enfant, avant même sa naissance, c'est la qualité de sa relation qu'on entretient avec lui, déjà in utero et à partir de sa naissance. Et ça, c'est le très grand enseignement des 1000 premiers jours. Alors, on les fait partir quand, les 1000 premiers jours, en fait ? En fait, ça dépend des pays, mais je dirais que après étude de tout ça, c'est lors du projet d'enfant, ou quand l'enfant est conçu. À partir de ce moment-là, et dès que ça devient un peu concret, on parle des 1000 premiers jours, parce qu'il y a déjà un impact environnemental avant la conception. Et c'est ce que nous apportent ces connaissances scientifiques. Donc les 1000 premiers jours, c'est la période de vulnérabilité, mais aussi de promesse la plus importante de notre existence. Comme dit Boris Cyrulnik, c'est le socle de la maison. Si il est bien constitué, les fondations vont être très solides, mais si tout ne s'est pas passé exactement comme ça aurait dû se passer, eh bien c'est rattrapable, mais c'est plus difficile. Alors, on le voit, par exemple, dans le livre et dans le documentaire, si on est dans le cadre d'une grossesse non prévue et non sue. Oui, alors Boris Cyrulnik parle de grossesse non consciente, et le mot a déjà de l'importance, parce qu'entre déni de grossesse et grossesse non consciente, il y a une question de culpabilité chez ces mères. Le déni, c'est pas un très joli nom, mais pourtant c'est le nom médical. Oui, en effet, il y a des situations à risque dans le film, qu'on décrypte bien dans le livre, et là on voit bien à quel point la qualité de la relation avec les familles sont absolument nécessaires dans les maisons des 1000 premiers jours, parce qu'elles vont sécuriser la famille qui va à son tour sécuriser le bébé. Vous, c'est la base de votre argumentation. Absolument. La sécurisation des familles. Absolument. C'est-à-dire que pour qu'un enfant soit bien, il faut déjà que les parents soient sécures. Oui, tout à fait. Si un parent est isolé, à quoi il va se raccrocher quand il a des doutes, et c'est bien d'avoir des doutes quand on est parent, parce qu'on ne sait pas tout. On a besoin des autres, on a besoin aussi de répit parental. C'est-à-dire que surtout quand on est une mère isolée comme Océane, qu'on décrit bien dans le livre, Océane, elle vit des défis, des incertitudes, et elle a absolument besoin d'être dans le groupe. Quand elle était dans le groupe, quand elle participait à ce groupe de 10 parents dans la maison des 1000 jours, elle avait beaucoup de questions. Et les autres lui posaient des questions, et c'est ensemble, dans l'intelligence collective, que les réponses s'élaborent. Parce que tous, on est plus intelligents à plusieurs. Ça, c'est l'intelligence collective, mais c'est vrai. Ouais. Le fœtus reconnaît la voix de sa maman. Oui. Et la voix de son papa. Oui. Comment on le sait ? Alors, les basses fréquences de la voix du père sont très, très rassurantes pour le fœtus. Et puis, il reconnaît la prosodie, en fait, de la langue de ses parents. D'abord, la langue maternelle. La prosodie, c'est la musique de la langue. Et il va la retrouver à la naissance. C'est l'élément qui va le sécuriser le plus. Avec le pot à pot, retrouver les sensations in utero avec le rythme cardiaque. C'est très important, ça fait partie de la niche sensorielle que va vivre le bébé. Et finalement, on se rend compte que la barrière placentaire est assez fine. Elle atténue les sons,
mais elle laisse passer pour autant le stress. Le cortisol, qui est cette hormone du stress, passe la barrière placentaire et ça s'entend dans la voix maternelle et paternelle. Si la maman est stressée ou le papa est stressé, donc l'enfant des parents le ressent. qui crient ou qui sont en proie à des états de détresse, évidemment le fœtus va le ressentir. Donc il faut parler au fœtus. C'est très important de lui dire ses ressentis, de déjà partager des impressions avec lui. Plus on lui parle et plus on parle, plus il est déjà baigné dans un bain de langage, mais aussi une musique de la langue qu'il va retrouver et qui sera un élément très sécurisant à la naissance. Comment on voit que l'enfant reconnaît les voix ? Alors, il y a des imageries cérébrales à la naissance. Et on voit l'impact de l'affection et de l'empathie dans le développement du cerveau. Il y a des études dans beaucoup de pays, notamment à l'université d'Harvard et ici au Neurospin à Saclay en France. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est fascinant. Parlez à vos enfants. Ouais. Ils vous entendent. Oui, absolument. Parlez autour de vous, tissez des liens autour de vous et parlez à vos enfants. Ils vous comprennent, les enfants comprennent tout, les bébés comprennent tout. Ils n'ont pas les mots pour dire « bah oui, bien sûr, j'ai compris ça ». Mais leur attitude, quand on observe les petites mains qui se ferment, qui s'ouvrent, les pieds qui se tortillent sous la table, c'est un langage non verbal qu'on peut observer quand on est parent et professionnel de la petite enfance. Et longtemps, on a cru que parce qu'ils étaient bébés, qu'ils ne parlaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Exactement. Aujourd'hui, on sait l'inverse. On sait que le bébé comprend tout par la musique de la langue. La façon dont on s'exprime dit beaucoup de notre intention et des mots qu'on emploie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à un enfant... Oui. Un petit bébé, en fait. Oui, alors à un enfant, avec l'enfant et autour de l'enfant. En se disant, de toute façon, il ne comprend pas, donc on peut parler librement devant lui. Tout à fait. Et Boris le dit bien dans le livre, il l'écrit bien dans le livre. En fait, la violence verbale, la violence qu'on appelle éducative ordinaire aujourd'hui, mais déjà qui s'exprime dans les mots, a un impact sur le développement d'un enfant, parce que ce qu'il va comprendre, c'est qu'il est entouré de violence et ça va figer son cerveau à certains moments et l'empêcher de consolider ses connexions neuronales en vue des apprentissages. Quand vous avez commencé, on savait que le bébé comprenait déjà Quand j'ai commencé à travailler... Sur le terrain, oui, on savait que l'enfant comprenait déjà... Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur le terrain il y a 30 ans. On avait des perceptions. On avait une forme de compréhension, mais sans preuve. Aujourd'hui, on a les preuves de ce qu'on percevait. Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de modes en éducation. Oh là! Vous voyez, depuis les années 70, les parents sont passés à toutes les sauces, en fait, finalement. Oui, en fait, on a fait comme on pouvait avec les informations qu'on avait à l'époque. Ouais. Et puis, des cultures aussi familiales dont on est les héritiers. Et certaines cultures sont plus violentes historiquement que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les connaissances à jour, parce qu'elles nous révèlent des secrets ou elles nous confirment des choses que l'on percevait déjà. Rester en veille quand on est parent ou professionnel, c'est vraiment la clé du développement des enfants. Si vous cherchez un cadeau idéal pour les fêtes, vous avez une idée, Nathalie Casso-Vicarini, d'un cadeau idéal pour les fêtes? Là où tout commence, chez le Cherche Midi. Ouais, voilà. Ouais, c'est Cherche intemporel. Midi, Odile Jacob. Ouais, Cherche Midi, Odile Jacob. Coédition. C'est vraiment un livre intemporel et universel, parce que il traite d'un sujet qui nous a tous touchés, puisqu'on a tous été enfants, et qui recèle de tous ces essentiels sur le développement de l'enfant. Qu'est-ce que Boris Cyrulnik, qui a participé à l'aventure, appelle la niche sensorielle? Ah oui, ça c'est très important. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On parle de niche sensorielle du parent qui, s'il est isolé, va avoir beaucoup moins de sensations, de relations, d'expériences avec les autres et va appauvrir sa propre niche sensorielle s'il reste replié sur lui-même.
Alors que si un parent va communiquer avec d'autres, ne serait-ce qu'avec ses voisins, sa communauté autour, son village, retrouver du village autour de soi, c'est essentiel. Sa famille, ses amis, c'est sa niche sensorielle. C'est avec eux et elles qu'ils vont, cette future maman, par exemple, va parler, va entendre, va partager un moment musical, une tasse de thé à la menthe, un petit gâteau, et va avoir un contact physique aussi avec l'autre. Ça, c'est la niche sensorielle du parent qui va aider l'enfant, bien sûr, à se sécuriser et à explorer le monde. On sait qu'un enfant qui est bien en contact avec son monde, qui peut agir avec ses 5 sens. Ces 5 sens, c'est la voie d'entrée de ses connaissances. C'est quelque chose, tous ses sens sont en éveil pour lui permettre d'appréhender le monde et de le connaître et de l'expérimenter. Eh bien, si la maman ou le papa est en sécurité et a une niche sensorielle bien constituée, il va pouvoir offrir cette possibilité à son bébé qui va du coup développer ses pleins potentiels. L'enfant naît avec une série de compétences incroyables, hein. On n'imagine même pas. Ouais. Tout ce qu'il a comme compétences. Ouais, c'est absolument impressionnant. Un bébé sait compter, même in utero. Il sait marcher quand il naît. Il a déjà une ressource extraordinaire en lui qui est l'empathie. Tous les bébés naissent empathiques. Ça, c'est vrai ou pas ? Ah oui, ça a été prouvé par des études scientifiques. À l'association, on a particulièrement travaillé sur ce sujet-là parce qu'on a la conviction que c'est ce qui peut changer le monde. Donc on a fait mettre en place une première recherche en santé sociale en France avec le Québec. Et aujourd'hui, toute une approche qui accompagne tous les professionnels de la petite enfance pour promouvoir les compétences sociales et l'empathie naturelle de tous les bébés du monde. Mais d'ailleurs, un bébé, quand ça attrape votre regard ou quand ça vous sourit... Ouais, c'est génial ce que vous dites. Non, mais c'est ça. Le bébé, mais d'abord, oui. Il attend que vous lui souriez, mais il attrape votre regard. Il accroche le regard de l'autre parce que c'est son premier besoin. On voit dans le film, et ça a été très, très décrit dans le livre, Gisèle, qui naît, elle dépense... Alors, c'est un drôle de prénom pour un bébé d'aujourd'hui, Gisèle. Gisèle, quand elle naît, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à accrocher le regard de sa maman. Et sa maman dit, c'est la rencontre. C'est extraordinaire. C'est ça qui l'accroche à la vie. C'est ça qui nous accroche à la vie. C'est le regard de l'autre et la compréhension de l'autre et l'échange avec l'autre. On dit souvent, je parle à mon bébé, mais j'entends rarement, moi, en tant que professionnelle, je parle avec mon bébé. Et ça change tout. C'est ce qui permet aussi le déclenchement du sourire social. À peu près à 1 mois et demi de vie, le bébé va troquer son sourire musculaire quand il est dans un état de bien-être par un sourire social et volontaire quand il est dans une relation de plaisir avec ses parents et son entourage. Mais les parents parlent un peu bébé aussi, hein. Ouais, on peut parler bébé. Quand ils parlent avec leur bébé, ils parlent bébé. En fait, on termine nos phrases en remontant avec souvent des questionnements et on a une façon plus douce et aussi plus cadencée en laissant passer des silences avec nos bébés parce qu'on est programmé comme ça. Quand on devient parent, on développe de nouvelles compétences et ça fait partie des compétences qu'on développe. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, tout le monde fait des cadeaux. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui de quoi les bébés ont besoin ? Ouais, on sait aujourd'hui de quoi les bébés ont besoin et beaucoup d'études scientifiques. Alors un téléphone Play School, pas du tout. Des cubes, un xylophone, non ? Je vais pas forcément. Une girafe, Sophie la girafe, ils ont besoin de tout ça ? Je vais pas forcément faire très plaisir aux fabricants de jouets, mais le bébé, il a besoin du regard de l'autre, il a besoin de cette niche sensorielle, il a besoin d'expérimenter autour de lui. Toucher de l'herbe mouillée va donner beaucoup plus d'informations à son cerveau qu'un jouet en plastique. Et il a besoin surtout d'une motricité libre et de son corps. Son corps est son premier jeu. Il va explorer ses petits pieds, il va voir de l'ombre avec ses petites mains, etc. Et ça, c'est très, très important. Et puis après, le corps de l'autre. Quand vous prenez un bébé sur vous, il va vous tirer les cheveux, il va vous tirer la barbe, il va vous enlever vos lunettes. Première chose, voilà. C'est évident. Et il va les faire tomber par terre, donc il va tester la gravité en même temps. Hein, c'est mieux, voilà. Et ça, c'est ce qui va... Il a besoin d'explorer avec ses 5 sens. Si on lui donne un jouet qui fait tout, il va rien apprendre. On va avoir l'impression qu'il apprend sur l'instant,
Et en réalité, il ne va pas mémoriser. Les connexions neuronales ne vont pas se stabiliser et ça ne va pas s'engrammer dans son cerveau. Donc on croit qu'il y a un apprentissage, mais c'est un apprentissage de très court terme, alors qu'il a besoin de répéter des explorations, évidemment dans un cadre assez sécurisant, hein, mais il apprend beaucoup plus dans la nature que dans une pièce entre quatre murs où il ne voit pas l'horizon. Il ne voit pas le vent passer, il ne sent pas le vent passer, il ne voit pas bouger les feuilles dans les arbres, etc. Après, il y a des jeux qui sont utiles, qui peuvent être vecteurs de développement plus approfondi. Mais dans un premier temps, le bébé, il a besoin du regard de l'autre, de sécurité affective, qu'on réponde à ses besoins et d'explorer son univers. Il a surtout besoin de passer du temps avec vous, en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Du temps de qualité. Vous êtes mieux qu'un jeu. Les parents sont beaucoup plus intéressants que tous les jeux et tous les écrans réunis, bien entendu. Vous parliez de la nature, mais alors les Suisses, ils sont toute l'année dehors, hein, les enfants suisses. Ouais, et quel que soit le temps. Oui, et les Suisses, les Québécois, les enfants des 4 pays du Nord, on a fait des voyages d'études avec l'association, on a emmené des élus voyager dans ces pays-là, et jusqu'à moins 27, facteur vent compris, on sort les enfants dehors parce qu'ils renforcent leur défense immunitaire. Et on utilise du matériel comme des combi-bottes pour les sortir. Ils jouent dans les flaques d'eau, ils vont ramasser de la terre, ils apprennent le monde. Les bébés dorment dehors et ce sont des enfants qui ne sont pas malades, et ça permet aussi aux professionnels de travailler dans des meilleures conditions. Eux aussi sont moins malades. Ça renforce la cohésion d'équipe et ça permet aux hommes de travailler davantage dans la petite enfance. Mais finalement, sortir, c'est bon. Sortez vos enfants. Ouais, et chouette, il pleut aujourd'hui, on sort les enfants. C'est beaucoup plus ludique de sortir les enfants quand il pleut, quand il y a des flaques d'eau, quand il y a un environnement différent, que quand c'est plat et voilà, sous un soleil ardent. Alors, parmi les clichés, les idées reçues, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont les mêmes que les enfants il y a 60 ans ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Oui, l'environnement a tellement changé. On vit dans un monde qui n'a rien à voir avec celui du monde d'il y a 60 ans. On est envahi de pollution, de perturbateurs endocriniens, de produits qui n'existaient pas avant, de toxiques dans l'environnement, à cause de cette production de masse, aussi en agriculture. Et puis... le facteur le plus important, c'est la désertion des villages. On se retrouve dans des immeubles, dans des lieux qui sont très inhumains, où il y a de la violence sociale, mais on peut le comprendre. Et aussi une invasion du numérique, avec des écrans partout, dans le métro, dans tous les transports. Il y en a 8 en moyenne dans les familles aujourd'hui. Et un enfant, il a besoin d'apprendre le monde autrement. Oui, c'est marrant. Dès que l'enfant voit un écran, il a l'air fasciné par l'écran. Oui, la lumière. Alors qu'on disait tout à l'heure que c'était les humains qui le fascinaient, mais quand même l'écran est plus fascinant. Alors, le visage humain et le regard humain est beaucoup plus fascinant qu'un écran, mais un écran, c'est addictif. Les professionnels qui ont conçu les écrans connaissent très très bien toutes les richesse entre guillemets de l'intelligence artificielle et toutes les ficelles de l'intelligence artificielle, et qu'ils savent que quand on est attiré par un écran, il y a la lumière bleue qui dit au cerveau ne t'endors pas, et ce qui est véhiculé dans un écran est très addictif puisque ça active le circuit de la récompense dans le cerveau humain. Alors nous, adultes, on est équipés pour dire stop, non, plus tard, quand on a une régulation émotionnelle bien en place, mais un enfant jusqu'à 5-6 ans, son cerveau en est totalement incapable. Et le cerveau, toutes ces notions, tous ces éléments dans le cerveau se déploient et se développent et se consolident jusqu'à 25-30 ans. Donc c'est très difficile de demander à un ado et à un jeune adulte de dire stop, parce que cette régulation émotionnelle est encore en plein défi et en développement. Bon, on rappelle pour les enfants, c'est pas avant l'âge de...
En tout cas, c'est interdit jusqu'à 3 ans, sauf à se mettre en lien par un moyen avec des grands-parents qui sont à l'étranger. La relation va être importante, mais c'est un écran accompagné. L'OMS dit, et dans le carnet de santé, aucun écran avant 3 ans. Et après, c'est à petite dose homéopathique, à condition que ce soit le parent qui garde la maîtrise de l'utilisation d'un outil qui n'est pas un outil pour les enfants, qui est un outil d'adulte. Bon, je ne sais pas, parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui... Mais c'est difficile. Combien vous êtes à au moins être vigilant jusqu'à 3 ans? Ouais, c'est compliqué à tenir pour les la parents. règle. En fait, ça passe par les parents. C'est l'utilisation du parent qui va... C'est comme la niche sensorielle. L'enfant, il a confiance en ses parents, il va faire la même chose, il apprend par l'imitation. Si le parent arrive à déposer son écran à l'entrée et avoir des relations de qualité avec son enfant individuel, tous les jours, c'est très très important. Si vous êtes toujours au téléphone, c'est marrant. Pourquoi les caprices n'existent-ils pas? Pourquoi est-ce que c'est faux? Alors, on sait aujourd'hui que le cerveau est très très immature quand le bébé humain naît. Et cette immaturité cérébrale fait qu'il y a des connexions qui ne sont pas encore en place, au moins jusqu'à 5-6 ans, et parfois, et pour dans certaines situations jusqu'à 25-30 ans. C'est-à-dire qu'il y a, très schématiquement, trois grandes parties dans le cerveau. Il y a le cerveau qu'on dit reptilien, qui est le cerveau de la survie. Vous avez faim, vous dites que vous avez faim, vous avez soif, vous avez besoin, ou sommeil, etc. Il y a le cerveau émotionnel. Et ce cerveau-là, il mûrit jusqu'à 25-30 ans, suivant les expériences vécues et la réponse de l'environnement et des personnes autour de vous à ces expériences vécues. Et les connexions entre ce cerveau émotionnel et le cerveau, le cortex orbitofrontal, qui est la partie supérieure du cerveau, tant qu'elles ne sont pas faites, la régulation émotionnelle est très très difficile. Donc on joue sur les mots en fait. Il fait un caprice, mais techniquement... En fait, il est immature. Oui, il est immature. Donc exactement. Nous, on appelle ça un caprice parce qu'on est adulte. Oui, mais derrière le mot caprice, parfois, il y a du reproche vis-à-vis de l'enfant. Oui, tu fais un caprice, tu m'ennuies, tu me casses les pieds, va dans ta chambre, file dans ta chambre. En réalité, on met de la peine à la peine. C'est une double peine pour l'enfant. Il est dans une situation, parfois une détresse émotionnelle. Il a eu très peur, par exemple, de quelque chose qui est arrivé à la maison ou dans la rue. Et on va lui dire tu fais un caprice. Or, il n'est pas capable. Il n'a pas la capacité de se raisonner tout seul parce que cette situation, il la connaît peut-être pas ou pas suffisamment. Et c'est l'adulte qui va la décrypter, cette situation, avec calme, parce que lui, il est capable de cette régulation émotionnelle et il va accompagner son enfant. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire aux enfants et qu'il ne faut pas poser un cadre sécurisant. Oui, le cadre sécurisant, il est absolument indispensable. Mais ne prenons pas les enfants pour des adultes en miniature. Et on parle des 1000 premiers jours de vos enfants avec mon invitée Nathalie Casso-Vicarini, qui est éducatrice de jeunes enfants, fondatrice et déléguée générale d'Ensemble pour la petite enfance. Vous avez un site internet, donc vous pouvez regarder un peu tous vos projets. Et tout ce que vous faites. Vous adressez aux professionnels aussi. Aux professionnels de la petite enfance et dans les maisons des 1000 jours, bien sûr, on s'adresse aux parents. Pourquoi, dites-vous que la lutte contre la pauvreté commence in utero ? Parce qu'en fait, il y a déjà des facteurs de risque. Quand une famille vit des situations de vulnérabilité, quelles que soient les vulnérabilités, ça peut être la précarité alimentaire, sociale, financière, et d'autres, dans certains pays en particulier. Donc il y a déjà des inégalités qui sont en place et qui risquent de se creuser quand l'enfant naît, surtout quand il y a des ruptures dans sa vie, c'est-à-dire entre la maison, le mode d'accueil, l'école. Donc on sait, et ça a été nos travaux avec le maire d'Arras, quand on était tous les deux coprésidents de la commission petite enfance pendant les travaux de la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, on a travaillé sur ces ruptures dans le parcours des enfants. On sait aujourd'hui, les études le démontrent, qu'à chaque fois qu'il y a une rupture, les inégalités s'engouffrent et ça crée, ça les amplifie. Donc il faut absolument travailler. Les politiques publiques doivent travailler absolument et nous aider dans nos actions à fluidifier le parcours de l'enfant pour éviter ces ruptures. Vous avez commencé à en parler puisque la première maison des 1000 premiers jours en France est née à Arras, mais ça part d'une rencontre avec le maire d'Arras que vous ne connaissiez pas du tout. Vous vous retrouvez tous les deux dans cette commission et là,
Eh bien, vous vous rendez compte que vous partagez des points communs. Exactement. Et qu'il est passionné d'éducation. Absolument. Il est d'ailleurs président de la commission éducation pour l'Association des maires de France. Et puis la première rencontre, elle a été totalement inédite. On était dans un café en face du ministère et on se regardait tous les deux en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Et en réalité, c'était la passion qui nous a reliés et qui nous a jamais quittés. Parce qu'on est tous les deux avec nos équipes des passionnés de la nécessité d'agir tôt et de l'éducation tout au long de la vie. D'accord. Donc ces liens, on les a tissés, on les a bien enrichis et le maire nous a offert la possibilité. L'association intervient sur l'ensemble des territoires, national, ultramarin et puis un petit peu dans certaines régions du monde. Et des maisons des 1000 premiers jours, il y en a combien, 35 en France aujourd'hui ? À partir de cette année, 35, absolument. Ouais, voilà. Donc il y en a sur tout le territoire. Oui, tout à fait. Même si c'est pas énorme non plus, 35. Bah non, mais on a démarré il y a 1 an et demi. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, mais les manques sont très très importants, donc on va s'atteler à la tâche. Donc ces liens se sont tissés et se sont renforcés quand il y a eu l'installation de la commission des 1000 premiers jours, présidée par le professeur Boris Cyrulnik. On s'est très bien entendu, on s'est compris. On a souhaité vraiment mettre en place cette première maison ensemble, avec le professeur Guednet également, à Arras, parce que c'est une ville où on expérimente avec la complicité et toute l'intelligence des professionnels de la petite enfance à Arras, toutes les recherches que l'association a mises en place sur les compétences sociales, la promotion de l'empathie, qui s'appelle Accompagne-moi, mais aussi le au plus tôt. On voulait intervenir au plus tôt avec les maisons des 1000 premiers jours. En réalité, c'est juste une pièce qu'on installe dans un centre social, dans une crèche, dans une PMI, dans un lieu d'accueil de la petite enfance, un lieu de soutien à la parentalité, dans une maternité. Une pièce chaleureuse dans laquelle on va tisser de la confiance, comme on l'a fait en Australie. Mais évidemment, on ne fait pas de copier-coller. On met en place un dispositif à partir des besoins. Donc ça part d'abord, c'est le premier métier du facilitateur, c'est de regarder ce qui existe déjà et où sont les trous dans la raquette. Et s'il y a des manques, eh bien, on va installer cette approche qui s'appelle la maison des 1000 premiers jours. Alors, qui est invité à pousser la porte de cette maison ? En réalité, toutes les familles. Papa, maman, toutes les formes de couple qui souhaitent avoir un bébé. C'est à partir de l'entretien prénatal précoce qui se situe vers le 4e mois de grossesse. Les sages-femmes à l'hôpital, dans les maternités, les sages-femmes libérales nous adressent les familles, mais aussi les PMI, mais aussi d'autres lieux nous adressent les familles. Et à partir du moment où un groupe peut se composer d'une dizaine de familles, avec des futurs bébés qui vont arriver, mais il y a rarement des primipares. C'est beaucoup de familles qui ont déjà plusieurs enfants, parce qu'à chaque fois qu'un enfant naît, eh bien, il est unique, et la famille va grandir avec cet enfant différent des autres. Donc on va accompagner ces familles c'est des promotions, c'est des formes de promotion en fait. Absolument, ouais. Absolument. Alors ce sont des groupes gratuits. Il faut le souligner. Très important, gratuit, mixte, bien sûr, en toute proximité. Donc la proximité, elle est essentielle parce que les familles ne vont pas faire plusieurs kilomètres pour venir se retrouver à la maison des 1000 jours, 2 fois par mois, à peu près 1h30, et des groupes complètement universels et dans un lieu neutre qui n'est pas connoté social, lutte contre la pauvreté, lieu de soins, lieu d'éducation. C'est à la fois tout ça et à la fois tout à fait neutre, puisqu'on accueille les familles comme elles sont, et en toute confidentialité, avec un facilitateur qui est très très bien formé au développement de l'enfant, et qui va relever les impacts qu'on partage avec les familles. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient comme style d'information à travers ces groupes ? Alors d'abord, comme le dit le professeur Boris Cyrulnik, on est là pour discuter. On n'est pas là en disant, le facilitateur, moi je sais. Non, si on savait, on aurait porté tous les bébés du groupe, ce qui n'est pas le cas. Donc on a cette humilité en disant, vous vivez des situations peut-être complètement inédites pour vous avec vos bébés, vous éprouvez des difficultés, des joies, vous avez envie d'en parler, on est là pour partager ces moments ensemble. Et puis on introduit, mine de rien, des éléments scientifiques, comme exactement dans le livre, ce sont les éléments du livre. Le livre est le support des maisons des 1000 premiers jours.
entre autres. Et là, on partage de la connaissance et chacun va en faire quelque chose de cette connaissance en fonction de là où il en est dans sa parentalité. Comment lui, il est entouré par sa communauté et puis par sa culture et ce qu'il a déjà vécu et peut-être quelques injonctions grand-paternelles ou de son entourage. On va faire quelque chose de tout ça ensemble et c'est une grande aventure collective qui dure pendant les 1000 premiers jours. Alors, qu'est-ce qui se joue au cours de ces 1000 premiers jours ? Si on les rate, finalement, est-ce que c'est rattrapable ? Absolument, c'est rattrapable et ça, c'est bien parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de déterminisme. Ça, c'est ce que la science nous démontre. C'est-à-dire que si le socle de la maison, si les fondations de la maison ne sont pas suffisamment bien bâties, comme le cerveau est très, très malléable, on va pouvoir réparer. On va pouvoir mettre en place de nouveaux facteurs ou intensifier les facteurs de protection pour que ces enfants puissent développer leur plein potentiel. Et c'est aussi ce qu'on partage dans les maisons des 1000 premiers jours avec les parents. On se parle de ce qu'on peut faire, de ce qui est en notre pouvoir d'agir, parental de faire, et comment on peut se faire aider pour accompagner ces enfants dans le développement de leur potentiel, la motricité, les compétences sociales, le langage, les questions alimentaires, comment résister aux écrans. Tout ça, ce sont des informations qu'on partage, mine de rien, parce qu'on n'est pas là pour apprendre aux parents, on est là pour partager de la connaissance à hauteur de parents. Et les enfants sont au milieu. Dès qu'ils naissent, les bébés sont au centre du cercle et ça, c'est formidable. Voilà. Ouais. Sur des tapis souples, on est dans des coussins, on boit un petit thé, un peu de jus de fruits, les parents apportent quelque chose, on fait un goûter ensemble, c'est très très convivial. C'est là qu'on tisse de la confiance et la confiance, il n'y a rien qui va remplacer ça. La confiance et la sécurité. Exactement. Et les bébés, on les observe et ils nous apprennent tellement. Ces petits, quand on les regarde, c'est fascinant. Est-ce que les enfants ont besoin d'être socialisés ? Non, ce sont des êtres sociaux par excellence. Donc quand on dit oui, il va aller à la crèche, c'est bon pour sa socialisation. On dit l'inverse dans le livre, en fait. Tout dépend de la qualité. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais j'adore cette question. L'enfant, il naît avec un capital social qui est déjà très, très développé. Un capital d'humanité, de justice sociale, d'empathie qui est inné. Il suffit de l'entourer, de l'accompagner. Et parfois, le milieu collectif, s'il n'est pas de suffisamment bonne qualité, s'il n'est pas de haute qualité éducative, c'est-à-dire si les professionnels ne sont pas assez formés au développement de l'enfant, au contraire, on ne va pas aider la socialisation, on va la freiner. Si le milieu est de très très grande qualité éducative, l'enfant va y trouver son compte, va nouer des premiers petits liens qui ne sont pas vraiment des amitiés, mais qui sont des premiers liens de socialisation et ça va favoriser toutes ces compétences sociales pour la suite. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé avec la mode. Avant, on obligeait les enfants à aller embrasser la gentille tata qui arrivait. Aujourd'hui, c'est fini. On n'oblige plus les enfants à aller faire la bise à la gentille tata. Si la gentille tata, elle a ou au gentil monsieur qui... Elle est pleine de boutons et pleine de poils et qu'elle n'est pas très gentille et qu'elle ne parle pas gentiment au bébé, le bébé, il n'a pas cette propension naturelle à aller se faire embrasser ou l'enfant à aller faire un baiser à la vieille tata Daniel, par exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une progression dans la conscience collective des parents et des professionnels. Ça a changé, ça, quand même. Voilà, on a plus une attitude de politesse vis-à-vis des enfants que des enfants vers une politesse contenue et acquise vis-à-vis des adultes qui les entourent. En fait, les enfants, ils sont naturellement attirés vers les adultes qui développent de l'empathie, qui savent leur parler, qui sont aimants, qui ont une attitude très agréable. Dans le livre, vous restez à l'écart du débat sur l'éducation bienveillante. Pourquoi ? En fait, on l'aborde scientifiquement. Mais sans prendre position, finalement, j'ai l'impression. Parce qu'en fait... Pourtant, Isabelle Filosa était une des pionnières du sujet, il y a 30 ans. Oui, c'est certes. C'est un débat pour nous qui est un débat obsolète et qui n'a pas lieu d'être parce qu'on parle d'éducation.
l'éducation positive ou l'éducation file dans ta chambre. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est celle du cœur, c'est celle de la réponse aux besoins des enfants dès lors qu'on répond à leurs besoins parce qu'ils ne peuvent pas y répondre tout seuls. On est dans une éducation concrète et il n'y a pas de débat autour de ça. Pour tous ceux qui connaissent le développement des enfants et qui comprennent les enfants, il n'y a pas de débat. Pourtant, le débat fait rage, là, depuis 2 ans. Oui, mais il nourrit beaucoup... Il y a les pros, les anti... Il nourrit beaucoup les médias, les polémiques. Or, l'enfant, il vaut beaucoup mieux que ça. Et on doit traiter cette question-là au-delà des clivages. C'est-à-dire regarder ce que la science nous dit. Par exemple, pendant très longtemps, on a entendu... file dans ta chambre ou mets le bébé loin, on va pas entendre ses pleurs. Aujourd'hui, les imageries cérébrales et les neurosciences nous confirment ce que beaucoup savaient et n'osaient pas dire, c'est-à-dire que si on répond pas aux besoins d'un bébé, il va finalement apprendre le désespoir et on va abîmer son cerveau. Avant, on laissait le bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'arrête, quoi. Et oui, mais il est plus dans sa niche sensorielle, et s'il n'est pas dans sa niche sensorielle, il a du mal à exister. Nathalie Casso-Vicarini, notre invitée aujourd'hui. Alors je vous rappelle que vous êtes à l'origine du projet La Maison des 1000 premiers jours, donc 35 en France aujourd'hui, oui. Voilà, sur tout le territoire français, et vous êtes co-autrice de Là où tout commence, les premiers 1000 jours, au Cherche Midi éditeur et Odile Jacob. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.